faites attention au régime TVA qui est appliqué non seulement par vous en tant que vendeur, mais aussi par vos fournisseurs. Je trouve que trop souvent, on le voit avec Grégoire, les entreprises se focalisent sur ce que je vends, à quel taux, comment, mais elles ne se posent pas la question, comme mon vendeur, il me facture de la TVA, est-ce que c'est le bon taux ? Est-ce que c'est la bonne TVA qui a été facturée ? Parce que derrière, si l'administration vient de dire bah non en fait vous n'auriez pas dû la payer et donc je vous la rembourserai pas. Donc juste pour les entrepreneurs, attention à ce que vous vendez mais attention à ce que vous achetez aussi parce que ça peut directement vous impacter. Salut et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Épisode filmé qui est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, car j'ai avec moi deux avocats spécialisés qui s'appellent Grégoire et Thomas. Ils ont créé leur cabinet qui s'appelle Siplum. Tous les deux sont issus de chez Fidal et de KPMG sur la partie avocat. Et puis ils se sont dit, bah tiens, si on faisait qu'un seul truc, et on le faisait très bien. Et donc dans cet épisode, nous allons parler de TVA, naturellement. Et ce que j'aimerais, les gars, déjà merci d'être là pour cet épisode, c'est un grand plaisir pour moi, c'est qu'on puisse faire une masterclass sur les grands sujets sur lesquels on ne doit surtout pas se planter dans cette taxe qui touche, on va dire, à peu près toutes les entreprises françaises. Et puis, j'aimerais aussi qu'on ait des choses un petit peu croustillantes, tu vois, en mode, est-ce que vous avez eu des contrôles fiscaux, comment ça s'est passé, qu'on puisse aussi un peu rentrer au cœur du réacteur, de se dire, bah tiens, comment ça marche, ce truc, les sujets sur lesquels il faut être vigilant. Et du coup, on y va, on attaque. Est-ce que vous êtes prêts ? Merci beaucoup, en tout cas, d'être là, mes chers amis. Bonjour Nicolas, c'est un grand plaisir partagé d'être avec toi, en tout cas. On va essayer de se faire une petite masterclass en TVA. Je sais que t'es suivi par pas mal de gens en France, à l'étranger, et on le verra que la TVA, même quand on est étranger en France, faut pas l'oublier. En tout cas, l'administration fiscale vous oubliera pas. Donc, je pense qu'on a des moyens de faire un truc sympa. Alors, quand même, dans les prémices, je vous raconte quand même comment je vous ai trouvé et je vous ai découvert. C'est que je vois que, tu sais, dans l'industrie des chiffres, du droit, c'est des choses qui sont très sérieuses, très normées. Bon, bref, des fois, il ne faut pas trop sortir du cadre. Mais j'ai vu quand même que vous aviez une identité qui était assez spécifique. Déjà, j'ai trouvé intéressant qu'on trouve que des avocats qui se spécialisent dans une niche, la TVA. Et puis, vous êtes un peu tech. Vous apportez aussi beaucoup de valeur, vous maîtrisez votre sujet. Je vais vous poser une question à tous les deux. Alors, je commence par Grégoire et puis Thomas, tu peux poursuivre. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie, à tous les deux, de rentrer dans cette profession d'avocat ? Ça a été quoi un peu votre driver du départ ? Au début, on est arrivé dans le droit, enfin moi pour ma part, je suis arrivé dans le droit sans arriver du côté fiscal. Là, j'ai bien la matière, mais sans plus. J'ai découvert le côté fiscal qui a un côté un peu qui mêle le chiffre et le droit. Et du coup, un jour, j'ai découvert la TVA et je ne sais pas l'expliquer, on est resté dedans avec Thomas depuis cette date. C'est une matière qui a l'avantage aussi de pouvoir, moi, comme j'aime beaucoup le côté tech, le côté analyse de données, d'avoir pu y intégrer une partie technique, une partie informatique, et je pense que c'était quelque chose de très important. Donc c'est comme ça que maintenant on fait de la TVA et comme ça que je suis arrivé jusqu'au droit fiscal. J'allais dire l'enchaînement de situations. Enfin, on a eu un prof qui était assez intéressant en Master 2. Il faisait de la TVA. Il nous a proposé de faire un stage chez Fidal. Et après, ça s'est enchaîné. Tu vois, on a été dans des équipes ultra spécialisées. Et puis bon, comme les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, quand tu as une belle boutique qui te propose un stage puis un CDI, bah en fait, tu te dis j'y vais, je vais pied au plancher et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est dit au bout de quelques années, en fait la TVA, il y a des trucs super à faire d'un point de vue juridique et d'un point de vue entrepreneurial aussi. Et c'est ça qui a conduit à créer Siplum et à ce qu'on s'associe avec Grégoire, quoi. Qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y ait une alchimie tous les deux là ? Comment vous êtes rencontrés tous les deux et pourquoi vous avez créé un cabinet tous les deux ? On s'est rencontrés en Master 2, donc c'est dire que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on a toujours eu plaisir à travailler ensemble, on a un peu les mêmes appétences, on aime l'esprit entrepreneurial, on aime développer de la clientèle, travailler pour des clients qui sont du même type, donc ça a toujours matché et donc on est amis et associés. Ouais, c'est ça, maintenant les gens nous appellent Tic et Tac quand ils nous voient nous balader dans la rue. Non, mais ouais, on a un bon fit et puis bon, parfois dans la vie il faut pas se poser de questions, quoi, quand t'as un bon fit avec les gens. Et honnêtement, et je pense que c'est vrai pour les avocats que pour les experts comptables,
lancer un projet entrepreneurial à deux, c'est quand même beaucoup plus puissant. Enfin, tu vas beaucoup plus vite, tu arrives à te challenger sur tout. Tu arrives à te motiver aussi, puisque dans la vie, tu as des points un peu hauts, des points un peu plus bas, et la vie d'une entreprise, c'est ça. Et donc, quand tu es à deux, tu arrives à te stimuler et à avancer ensemble et à faire un truc beaucoup plus grand que si tu étais tout seul. Enfin, en tout cas, c'est notre conception. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait de cet accord. Pour l'instant, le mariage se passe bien et on espère qu'il n'y aura pas de divorce. C'est quoi un peu la répartition des rôles quand même? Vous travaillez sur un produit. Votre produit, c'est aider les entreprises, en tout cas sur la partie TVA. Voilà, si je pourrais le dire comme ça. Vous allez les assister, etc. Entre autres, je dis bien. C'est quoi un peu la répartition des rôles, tous les deux? Je pense qu'on peut dire qu'on est complémentaires. On travaille sur des choses communes. Généralement, nos dossiers clients sont traités de manière commune. Donc on a à peu près les mêmes compétences. C'est juste qu'on a des spécialisations sectorielles, des appétences pour certains sujets, certains domaines des secteurs, la finance, le secteur des marketplaces, la formation professionnelle, ce genre de choses. Et après, plus largement, on se complète aussi dans les façons d'être. Moi, je développe, par exemple, et Thomas développe pas, mais Thomas est plus pragmatique des fois. Moi, j'aime beaucoup, peut-être des fois un peu trop le droit pour le droit. On se complète, on se rattache, et c'est aussi ça, je pense, une association, c'est se compléter pour arriver à un niveau qui plaît, en tout cas aux clients, et qui permet d'avoir quelque chose de solide. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est le côté complémentaire qui fait la force de notre association. C'est Grégoire, pour nous, plus technique, moi, plus pragmatique, commercial. Et en fait, on arrive à gérer à la fois les actions de production, les actions de développement, les actions de gestion administrative d'une entreprise, parce que un cabinet d'avocats, d'experts comptables, c'est avant tout une boîte, quoi. Donc, faut gérer ses obligations fiscales, sociales, qui peuvent être liées à l'exercice d'une activité. Et donc, voilà, quand t'es à deux, en fait, t'arrives à prendre un peu chaque pan de l'activité d'une société qui t'intéresse plus qu'une autre, et t'avances ensemble, quoi. Là, c'est la question qui me vient à l'instant T, c'est les contrôleurs fiscaux. C'est quoi un peu leur gagne-pain, tu vois? Quels sont un peu les sujets qui sont à peu près friands, qui se disent ah ben tiens, là, en taclant un peu sur cette partie-là, dans cette industrie, cette niche où je sens que je vais me refaire un peu, je vais me refaire, quoi. L'inspecteur, faut se dire que, paradoxalement, c'est un peu une entreprise à lui tout seul, tu vois. Donc il va essayer de cibler les boîtes sur lesquelles il pourra avoir le plus de valeur. C'est-à-dire qu'il pourra générer le plus gros redressement possible avec le moins de difficultés possible. On dit traditionnellement que les inspecteurs viennent tous les 3 ans auditer les boîtes parce que tu as la prescription de 3 ans. Donc en fait, c'est un peu l'abonnement que tu prends auprès de l'administration fiscale. Mais eux, ils ont aussi un peu leur péché mignon avec des boîtes qui sont qui évoluent dans un secteur qu'on pourrait dire de fraudogène. Là, on l'a vu depuis quelques mois, quelques années. Il y a vraiment un ciblage de toute l'activité autour des organismes de formation, du compte CPF, des influenceurs. Toute cette nouvelle économie d'Internet qui s'est un peu développée de façon impressionnante ces dernières années, et qui, compte tenu de la difficulté de tracer certains flux, peuvent être aussi évoluer dans un secteur fraudogène. Et là, l'administration fiscale, ça peut être un axe en se disant voilà, il y a un organisme de formation qui fait cette erreur-là, j'imagine que d'autres organismes vont faire la même erreur. Mais sinon, on a un cas assez sympa à te dire pour entrer dans le vif. C'est vrai que Grégoire avait eu un cas, tu sais, quand l'inspecteur avait descendu la liste alphabétique des entreprises, tu vois. Oui, l'inspecteur avait trouvé le filon, il avait commencé par la lettre A, et il s'était rendu compte que probablement tout le secteur faisait n'importe quoi, et donc il a dit, clairement pendant le contrôle, au bout du 3e rendez-vous, il a dit je vous ai choisi puisque vous êtes la lettre A, mais en fait j'ai pris la liste et je vais tous les descendre un par un. Ce qui nous a fait sourire, parce que du coup on savait quels étaient les prochains à être contrôlés, ce qui est drôle, mais ça dénote. L'inspecteur, il avait trouvé son filon et il allait le suivre, et en gros il se déplaçait uniquement parce qu'il savait qu'il avait telle potentielle chance de ramener X milliers d'euros à l'administration fiscale, ou X millions dans le cas présent. J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi ça représente énormément, parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force, et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Du
du coup, alors c'est quoi un peu cette particularité en tout cas, voilà, ce sur quoi il faut être un peu vigilant si on prend le cas des organismes de formation, puisque ça, c'est celui qui arrive sur la table. Le cas des organismes de formation, il est très intéressant parce que, en fait, il y a plein de problématiques qui peuvent se poser. Déjà, c'est la question, est-ce qu'en tant qu'organisme de formation, tu vas être ou non à la TVA parce que tu as la possibilité, quand tu es organisme de formation, d'être exonéré de TVA, c'est-à-dire de ne pas facturer de TVA à tes clients. Mais il faut pour ça remplir un certain nombre de critères. Il faut notamment déposer une demande d'exonération auprès de la DRETS. Je pense que c'est peut-être ce que tu as fait, Nicolas, ou ce que d'autres ont fait dans le cadre de leur activité de formation. Mais ça, c'est la première étape. Et donc, l'inspecteur, il va se dire, dès lors que tu as un document formel à déposer, demande d'exonération, il va se dire est-ce que cette boîte-là, elle a déposé ou pas ? Parce que quand tu déposes une déclaration de TVA, justement à néant ou sans déposer de TVA alors que tu fais un chiffre d'affaires, ça veut dire que théoriquement, tu as déposé la déclaration d'exonération. Et donc l'inspecteur, il va juste te demander ok, vous avez dit que vous êtes exonéré, pouvez-vous me montrer que vous êtes exonéré ? Et si t'as pas le document, ou si le document n'a pas été envoyé en LRAR, ou que t'as pas la preuve de dépôt, etc., et l'inspecteur va te dire en fait vous me dites que vous êtes exonéré, mais en fait vous remplissez pas les conditions, et donc on fait quoi ? Et potentiellement ça veut dire que vous avez appliqué une exonération à tort, et moi je vais vous demander de me refiler toute la TVA sur 3 ans parce que je considère que cette TVA elle était due, vous avez pas rempli les critères. Donc ça peut être un peu une tarte à la crème, et on le voit pas mal en ce moment. La question de l'exonération des organismes de formation, où les inspecteurs viennent un peu fouiner pour savoir si les conditions étaient remplies. Est-ce que c'est bien une formation professionnelle continue qui est dispensée ? Est-ce que l'organisme remplit le critère qui est de déposer une demande d'exonération ? Et si c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas super clean, l'inspecteur il vient poser des problèmes, quoi. Donc dans un cas comme ça, lui il se prendrait pas la tête. Il fait chiffre d'affaires 3 ans fois 0,20% et voilà la note à payer, quoi. Alors, il calcule la TVA en dedans, donc c'est-à-dire qu'il considère que le chiffre d'affaires est déjà TTC, donc ça fait un peu moins de 20%, ça fait en réalité probablement 16,6, mais sur le principe, c'est quand même que pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand ils travaillent avec des particuliers, c'est de l'argent qui est perdu, c'est de la marge qui disparaît. On peut pas aller voir chacun des particuliers en lui disant mon prix a augmenté de 20%, les gens ils paieront pas déjà, donc c'est vraiment un manque à gagner, plus les pénalités, plus les intérêts de retard. Ça peut honnêtement être quelque chose qui peut tuer une économie, enfin un business model, du fait d'une erreur qui est une erreur de pur formalisme, puisqu'on parle d'un document à adresser à l'administration. C'est pas une erreur d'activité ou autre, c'est simplement un défaut d'avoir adressé un courrier à une administration. Et tu vois, c'est vrai qu'on est sur un podcast de comptable, et souvent en fait les personnes qui sont chargées de faire ces formalités, c'est l'expert comptable de l'organisme de formation. Et tu vois, pour te redonner une anecdote, on a un client qui a été vachement embêté parce que justement, il avait demandé à son comptable de faire la démarche, et le comptable n'avait pas envoyé correctement par LRAR, tu vois. Donc, et là, tu vois, justement, on fait le lien avec la profession et potentiellement le risque qui peut être conjoint entre le client et son comptable. Le client dit attends, moi j'applique de l'exonération parce que je t'ai demandé toi de déposer la demande d'exonération. Enfin, je dis comptable, ça aurait pu être ton avocat, c'est pas le sujet. Mais derrière, en fait, la responsabilité elle est pour qui ? Parce que si tu avais envoyé le document en recommandé, c'était bon, j'avais pas de sujet avec l'inspecteur. Là, tu l'as pas envoyé en recommandé, c'est pas ok, l'inspecteur me conteste. Moi, c'est hors de question de perdre X centaines de milliers d'euros parce que j'ai pas appliqué de TVA alors que je t'avais demandé de faire tout le formalisme. Puis bon, tu connais, hein, les entrepreneurs, ils sont la tête dans le guidon, ils ont pas envie de se poser la question si le document il a été fait, chacun son travail, quoi. Donc ça peut être un sujet qui peut se poser, quoi, de savoir comment tu navigues en fonction des obligations de l'entreprise, certes, et puis de ses conseils, qu'ils soient avocats ou experts comptables, quoi. Dans ce cas-là, la responsabilité, elle est pour qui ? Malheureusement, tu sais, t'es là, t'es entrepreneur, tu fais confiance à des gens parce que tu crois et tu penses que, en fait, eux, c'est leur taf et c'est leur boulot. Et puis souvent, on met dans la case expert comptable le social, le droit des sociétés, le droit fiscal, tout, quoi. Tu vois, tout ce qui est administratif et financier, on lui envoie à lui. Sauf que dans la lettre de mission, c'est écrit « je te fais ton bilan et ton compte de résultat », quoi. Fiscalement, la responsabilité, c'est pas celle de l'expert comptable, évidemment, c'est celle de l'entreprise. Après, l'entreprise, si c'était dans la mission de l'expert comptable, elle peut théoriquement se retourner contre l'expert comptable qui, comme un avocat, a sa propre responsabilité. Nous, notre point, c'est de dire qu'on a une partie de la clientèle ou une partie des entrepreneurs qui pensent que l'expert comptable est un one-stop shop où on peut tout lui demander, au point où on pourrait lui demander
tout ce qui existe en termes de conseils. L'expert comptable, c'est un peu le médecin de famille, le généraliste qui est là normalement pour traiter le tout venant. Et après, forcément, l'expert comptable peut pas tout gérer. Et c'est aussi normal qu'un être humain puisse pas gérer tous les points de la fiscalité, tous les points du droit social, tous les points de la comptabilité. Et je pense que tu es d'accord avec ça. Carrément. Moi, de toute façon, je pense que, en réalité, souvent, ce que j'imagine, c'est que soit tu as créé un cabinet et tu t'es spécialisé sur une niche très spécifique. Par exemple, un cabinet d'expertise comptable, il aurait pu intégrer des avocats fiscalistes spécialisés en TVA dans le cabinet et dire, OK, la mission sur la TVA, t'inquiète, je te conseille, je t'accompagne et puis je te sécurise, tu n'auras jamais de problème avec moi parce que j'ai les meilleurs experts et je suis spécialisé dedans. Par contre, si je t'ai jamais vendu ça, et que je t'ai juste vendu un bilan, un compte de résultat et que tu me poses des questions sur la TVA que je ne sais pas trop, bah, je vois pas en quoi tu peux m'en vouloir, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Même si, d'un point de vue naturel, tu pourrais penser que, si, c'est son truc, à lui. Mais c'est bien de savoir connaître aussi le métier de chacun pour aussi mettre la responsabilité à la bonne personne, tu vois. Mais c'est ça qui est dur, enfin, c'est ce que tu soulignes, c'est qu'en fait, tu as une attraction naturelle parce que en fait, l'entrepreneur, il considère que le comptable doit tout faire. Et le comptable, il peut être un peu happé en disant bah oui, je fais tout, mais à un moment, par définition, il peut pas tout faire. Et il faut trouver le bon moyen, aussi bien pour l'entrepreneur que pour l'expert comptable, de dire bah non, enfin sur ce sujet-là spécifique, comme tu dis, en droit social, en TVA, en je sais pas quoi d'autre. Là, faut que tu ailles voir un spécialiste. Mais de façon, je trouve que c'est assez marrant parce que les gens l'ont hyper naturellement avec des médecins. Tu vois, on en parlait sur le chemin avec Greg. Tu vas voir un chirurgien orthopédique quand tu as un problème de pied, tu vois. Mais en fait, naturellement, les gens ils se disent en fait, mon expert comptable, il va tout gérer. Et nous, on a déjà eu des doses avec des clients et des experts comptables qui nous apportaient des dossiers. Et le client, il comprenait pas pourquoi l'expert comptable gérait pas le sujet. Mais en fait, l'expert comptable, il disait, mais en fait, moi, comme tu dis, je suis mandaté pour faire vos comptes, votre bilan, etc. Là, vous voulez déployer votre activité e-commerce à l'international. En fait, ça dépasse mon scope et je peux pas vous proposer un truc sur mesure parce que c'est pas mon sujet. Donc vous êtes accompagné par un spécialiste, vous structurez avec lui et après moi je m'occupe de déclarer comme il faut dans les bonnes cases, dans les bons pays s'il faut et puis ça tourne quoi. Mais les clients, il faut aussi les éduquer pour leur dire les entrepreneurs, faites attention et allez voir les spécialistes dans chaque domaine quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément toujours intuitif, mais je pense que d'ailleurs j'ai fait une vidéo la dernière fois sur YouTube, la pire relation entre un expert comptable et un entrepreneur, tu vois. Et justement, tous ces points de friction en fait, on se comprend pas. Il y en a un qui croit qu'il fait ça et l'autre il t'a dit qu'il faisait ça. Et donc à un moment donné ça coince, tu vois, quand il y a des problèmes surtout. Donc on a parlé un peu du secteur de la formation qui était un peu qui est un peu casse-gueule. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, Grégoire? Il y a d'autres domaines. Thomas parlait tout à l'heure des organismes de formation. Dans l'air du temps, il y a actuellement le e-commerce plus largement. Je pense que beaucoup d'experts comptables ont des sociétés qui soit ont un business que de e-commerce ou un business, des clients qui ont un business en partie en ligne. Ça, l'administration fiscale, elle est très regardante et surtout, c'est des business qui vont beaucoup à l'international, donc ça devient vite très complexe. Et ça, c'est une partie où clairement, il faut se poser et regarder ses flux, etc. Se poser la question d'où viennent les biens, où sont importés quand on a des pays hors Union européenne, etc. Ça peut vite devenir assez complexe. Et si on se pose pas la question, on peut vite rater des choses ou alors on peut prendre des biais qui sont faux. On a par exemple vu des clients qui faisaient du SaaS en ligne, donc des logiciels qui n'est pas vraiment du e-commerce, mais par exemple on a découvert qu'ils collectaient la TVA française, y compris sur des clients particuliers qui étaient dans d'autres pays de l'Union européenne, ou que l'expert comptable, malheureusement, comme il savait pas exactement comment déclarer ça, il avait fait tout à travers la déclaration française. Bah, le client, malheureusement, il y a les pays, les autres États membres de l'Union européenne, ils sont venus demander leur code-part en disant j'ai bien vu que vous travaillez dans mon pays, donc merci de me donner. Et donc du coup, là, on a dû faire une régularisation, etc. Mais pour l'administration, c'est des boîtes où les business models étant très vite décorrélés des charges ou des équipes. Ils se disent qu'il y a forcément des erreurs qui sont faites, qu'il y a forcément de la TVA à aller chercher. Donc, c'est des points d'attention pour l'administration. C'est un peu nouveau business model ou ces nouvelles économies un petit peu florissantes en ligne. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens, ils se sont posés dans un bureau, ils se sont dit, tiens, si on faisait un truc mais méga compliqué, tu vois, et là, ça va être chaud. Personne va rien comprendre. On va faire 1000 règles d'affilée. Et puis on va essayer de... Des fois, je sais pas, des fois je me dis, est-ce que c'est pas un moyen de gratter aussi pour des entreprises? C'est un peu, je vulgarise, je pousse un peu le truc un peu loin, mais je sais pas, c'est pas simple en fait.
il faut reprendre la jeunesse des choses. La TVA, c'est un impôt qui est européen. Enfin, ça a été créé en France, mais c'est un impôt qui est européen. Donc déjà, ça rajoute une dose de complexité. C'est que c'est pas que la France. C'est 27 États maintenant. 27 États qui se sont mis d'accord pour essayer de se répartir de l'argent. Ça aussi, c'est un problème. Chacun doit être plus ou moins d'accord. Forcément, il y a eu depuis des années, depuis les années 80, des évolutions des règles, et puis il y a forcément des évolutions aussi des législations pour assurer un principe de concurrence entre les opérateurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'organismes de formation. Ils sont en train de changer les règles d'imposition, par exemple, des organismes de formation en TVA, ceux qui font de la formation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas de TVA quand on était hors Union européenne et il y avait de la TVA quand on était établi dans l'Union européenne. Même chose, la logique fiscale de la TVA, c'est quand même d'assurer qu'il y ait de la compétition, de la concurrence entre les entreprises. Forcément, comme on n'a pas le même business model entre quelqu'un dans le BTP et quelqu'un dans la formation professionnelle, il faut bien qu'on adapte les règles. Et donc, ça crée plein de règles, plein d'exceptions. Et puis après, bien sûr, le fisc, ils veulent pas qu'on fraude, donc ils vont rajouter des conditions de forme, des conditions spécifiques. Donc tout ça crée en vrai des gens qui peuvent faire toute leur journée comme nous de la TVA, ce qui peut paraître un peu étonnant. C'est exactement ce qui me vient là dans la tête quand tu es en train de m'expliquer tout ça. Je me dis, mais en fait, tu vois, d'avoir un cabinet d'avocats qui bosse que sur la TVA, en fait, tu as du taf toute la journée, quoi. Tu rentres chez toi, tu te dis quand est-ce que je m'arrête ? Parce qu'en fait, entre guillemets, c'est un peu illimité, tu vois. C'est pour ça qu'on était convaincu que d'un point de vue économique, business model, que notre activité allait fonctionner, parce qu'en fait, la TVA, comme tu le disais en intro, ça touche toutes les boîtes françaises de toute façon. Donc, et de toute façon, c'est-à-dire ça les touche à l'achat, ça les touche à la vente. Et en fait, elles ont forcément des problèmes parce que entre une boîte qui fait de la formation professionnelle, une boîte qui va faire des activités bancaires, une boîte qui va faire du retail, de produits alimentaires, de plein d'autres choses en France, en Europe, en dehors de France. En fait, tu vas avoir des sujets qui sont multiples, qui sont quotidiens, et donc nous, c'est pour ça qu'on accompagne des clients soit sur des projets de structuration globale. Tu vois, un client qui me dit bah ouais, moi j'ai une entreprise française. Je vais vendre en ligne des produits à différents particuliers dans l'Union européenne, mais aussi en Suisse, au UK. Je peux en avoir au Canada. On va leur dire voilà, c'est comme ça que ça doit se passer une fois, et puis après on n'en parle plus. Et puis d'un autre côté, tu peux avoir, comme on l'a eu il y a peu de temps, une société qui va te demander en fait comment ça se passe pour si je veux approvisionner des biens qui vont contribuer à la création d'un chantier d'éoliennes dans les eaux internationales, tu vois. Et en fait, là, tu vas dire, on y revient un peu le chirurgien orthopédique. Tu vas venir sur ce point-là, tu vas dire, allez, je vous soigne, et puis après, ciao, quoi. Mais t'as du travail tout le temps, quoi, par définition. Si on devrait faire un espèce de un cas assez général. Je sais que c'est pas toujours évident, comme tu l'as dit, il y a toujours 1000 exceptions dans la TVA. Mais comment on pourrait, entre guillemets, une boîte qui se crée, c'est quoi un peu la to-do qu'il doit checker, valider, pour que sur la partie TVA, il puisse au moins avoir la plus grande sérénité possible? Je pense que la première chose à regarder, c'est dans le secteur dans lequel on évolue. Si on est une société qui vend des biens de France vers la France, on a moins de problématiques qu'une société déjà qui veut attaquer des marchés étrangers. Et accessoirement, on parlait tout à l'heure par exemple de formation professionnelle, il faut se poser la question, je veux l'exonération ou pas. Donc ça joue sur le secteur. Pareil pour les activités financières, les activités assurantielles, l'activité de santé. Les régimes d'exonération étant précis, on n'a pas le même niveau de complexité si on a des activités un peu classiques. Je veux dire, un boulanger par rapport à une société d'assurance n'a pas le même niveau de complexité fiscale dès le début. Après, il y a une deuxième dose de complexité qui est celle de la territorialité, le fait de travailler avec des étrangers, le fait de travailler avec des professionnels ou des particuliers. Et puis, je te laisserai compléter, mais la troisième dose de complexité, c'est ceux qui ne peuvent pas récupérer forcément la TVA, parce que pour beaucoup de gens, la TVA, c'est un impôt qui, pour les entreprises, est neutre, dans le sens où on va dire je déduis d'un côté, je collecte de l'autre. Il y a quand même beaucoup d'entreprises où les régimes font qu'ils ne collectent pas de la TVA à la vente, du coup ils n'ont pas le droit de récupérer intégralement la TVA à l'achat, ils ont d'autres taxes comme la taxe sur les salaires, donc tout ça en fait ça découle un petit peu du secteur. C'est si je suis dans un domaine qui est complexe par essence, il faut que je me pose des questions dès le début. Mais si je suis une petite boîte qui commence à faire que du service par exemple à des Français, où je fais que de la vente de biens de la France vers la France, j'ai moins de complexité. Donc tout ça dépend un petit peu du business model, du type de boîte. Mais plus on sait qu'on est dans un business model qui est complexe, plus il faut se poser de questions en amont.
la première étape, c'est ça, c'est quelle est mon activité, à qui je vends. Donc déjà, là, tu arrives à débroussailler un peu. Est-ce qu'il y a des points de risque ou des points qui mériteraient une réflexion approfondie pour pas que je me plante, en fait. Dernièrement, on avait accompagné un acteur qui fait une sorte de factoring, c'est-à-dire qu'il fait de l'achat, de la revente de créances, tu vois. Et tu as la grande question de savoir est-ce que ces opérations, elles doivent être TVA ou pas TVA. Et donc toi, typiquement, dans son business, s'il se pose pas cette question-là, ça serait une erreur énorme parce que ça va complètement le mettre à risque ou pas à risque. Une fois que tu as fait ces premiers checks, quelle est mon activité, à qui je vends, si tu identifies qu'il y a des points un peu complexes, ou si tu discutes avec ton expert comptable et dire ça c'est un peu touchy, il faudrait qu'on creuse un peu, creuse tout de suite, parce que le problème, nous on en a vu avec Grégoire, des boîtes qui 1, 2, 3 ans d'activité plus tard veulent se faire vendre ou veulent se faire acheter. Et en fait, quand tu fais un audit de cession, tu dis en fait les gars, votre marge c'est de la taxe que vous n'avez pas payée, en fait. Donc la boîte elle est morte, quoi. Vous avez peut-être gagné de l'argent, mais c'est pas du vrai argent, c'est de l'argent que vous devez au trésor. Donc en fait, il y a aucun acheteur qui va vous racheter. Et donc ce qu'on dit à certains entrepreneurs qui viennent nous voir en disant voilà, prenez le temps de vous intéresser à ces obligations-là, parce que ça va déterminer la pérennité de votre activité. Si vos points de marge, c'est de la taxe qui n'est pas payée, en fait, ça sert à rien de vous lever le matin. Votre business, il est mort. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Parce que, tu vois, là, tu racontes une histoire qui se passe un peu plus tard dans la vie d'une entreprise. Donc là, la personne, elle a créé sa boîte, tout feu, tout flamme. Elle s'arrache, elle se déchire, elle croit. Bien sûr. Elle pense être partie sur une histoire. Ah bah tiens, moi j'ai 20% de marge. Tu vois, j'ai ce delta supplémentaire, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, on veut me racheter, c'est trop cool. Et puis après, t'arrives comme un merlan frit là. Ah bah en fait, j'ai travaillé 5 ans pour rien. En fait, je dois tout cet argent-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Coucou, l'administration fiscale. Écoute, je te dois 300 000 euros, ou je sais pas, 500, ou 600, ou 1 million. Peu importe. Ou alors, je me la ferme et on verra ce qui se passe, quoi. Si je me fais choper ou pas. C'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, j'aurais pas pu vendre ma boîte, quoi qu'il arrive, parce que j'ai montré quelque chose qui était pas dans les cordes. C'est tellement difficile, honnêtement, d'être entrepreneur en France ou ailleurs, c'est pas le sujet, mais de se lever vraiment tous les jours, essayer de faire un truc bien, de créer du chiffre d'affaires, trouver des clients, facturer, recouvrer. La vie d'un entrepreneur, elle est constituée de risques aussi. Il y a des risques que tu dois arbitrer en disant voilà, là sur ce point-là, soit il y a un flou juridique, soit je sais que je suis un peu border, mais je le sais et j'avance en connaissance de cause, et s'il y a une régularisation à faire auprès de l'administration, je le ferai, ou s'il faut discloser, je le ferai. Mais tu peux pas avancer à l'aveugle en te disant un peu où est-ce que je vais, comment ça va se passer. Non, c'est pas raisonnable. Mais je compléterai un peu ce que disait Thomas aussi, à expliquer aux entrepreneurs quand ils sont en début de projet. C'est que c'est un investissement, certes, de payer un expert comptable, du conseil, plus généralement de se faire accompagner. Mais c'est vraiment un investissement, c'est pas juste un coût. Beaucoup de gens nous disent oui, mais vous êtes un coût, vous êtes en train de me coûter de l'argent juste pour payer des taxes. Oui, mais on a aussi un regard critique sur le business model. On va aider à structurer, on peut aider à optimiser, que ce soit des flux sur les biens, la gestion de la relation commerciale, les droits à déduction sur des boîtes ne peuvent pas déduire. Certes, on est un coût à l'instant T, mais en fait, on a un investissement sur le long terme, et c'est aussi ça la valeur d'un avocat. C'est pas juste de vendre son mémo ou de vendre son assistance en disant ça n'aura d'impact que tout de suite. On parle quand même généralement, si on vend bien une analyse par exemple d'un business model, si le business model il est pérenne, c'est sur plusieurs années. Donc je vais pas dire ça à des comptables, mais c'est bien amorti. Je faisais une masterclass le mois dernier, parce que j'enregistre tous les mois les épisodes sur quelques jours comme ça, comme aujourd'hui. Et je faisais une masterclass avec deux avocates. Une avocate en droit des sociétés et une avocate en droit des contrats. Et puis, à un moment donné, je fais aussi une autre masterclass avec un notaire. Tu vois ? Tu sais, tu penses pas, tu penses que t'es éternel, tu vois ? Tu n'imagines pas que tu peux avoir un accident de la vie, tu n'imagines pas des trucs un peu particuliers. Mais en fait, toi, t'as tout conçu un peu. Les fondations, c'est un peu à l'arrache. Du coup, ta baraque, elle peut se casser la figure. Et donc, en fait, ce qui est très important, et là, ce que je retiens vraiment, là, les 3 points, ça, c'est vraiment 3 points à retenir, en tout cas sur cet épisode, jusqu'à tout de suite, c'est déjà analyser le secteur.
la territorialité, où est-ce que le business va-t-il se faire? Et est-ce qu'on ne peut pas récupérer la TVA? Si je reprends tes mots tout à l'heure, Grégoire, c'est toi qui Tout disais à fait. ça. Alors, à votre avis, c'est quoi je crée ma boîte. C'est quoi les premiers réflexes que je dois avoir? Donc j'ai bien compris. Je suis sur un secteur. Je vais voir qui? Tu vois, parce que à prime abord, je vais pas aller voir un avocat fiscaliste. C'est quoi la bonne démarche pour un entrepreneur qui veut faire les choses carrées et sérieux? Je pense que l'expert comptable, c'est le filtre d'entrée. Non pas que l'avocat est pas potentiellement capable de faire le filtre d'entrée, mais l'expert comptable a un regard critique parce qu'il a forcément plusieurs clients déjà, généralement dans des secteurs différents. Donc s'il connaît un peu le secteur, il saura si ça nécessite d'aller voir un avocat ou si c'est une question qui est en fait simple. Parce qu'aussi l'entrepreneur, il n'a pas forcément le recul. Mais généralement, l'expert comptable, il peut avoir par exemple des clients dans le même secteur. Je pense que beaucoup d'experts comptables, par exemple, ont des boîtes dans la formation. Donc ils connaissent quand même les grands principes. Après, pas forcément le détail, mais au moins le grand principe. Je pense que la question du secteur et le filtre pour déterminer le niveau de complexité d'un business model, il est au niveau de l'expert comptable. C'est lui, un peu comme on en parlait tout à l'heure des médecins, qui est un peu le médecin généraliste et capable de dire ça, en fait, c'est pas très compliqué, honnêtement. Gardez votre argent, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour savoir que vous achetez votre farine à tel taux et vous revendez votre baguette de pain à tel taux de TVA et vous collectez à chaque fois que vous vendez. Par contre, vous êtes sur un secteur style crypto-monnaie, machin, etc. Ça peut vite être complexe. Et là, l'expert comptable, il va dire honnêtement, posez-vous quelques minutes et allez voir un avocat. C'est l'expert comptable pour moi le premier. Je ne sais pas si tu es d'accord, Thomas. Là-dessus, on n'est pas antagoniste entre les deux professions. Non, je suis complètement d'accord. Enfin, le plus naturel, c'est l'expert comptable, incontestablement, quoi. Donc, en tout cas, il y a vraiment se poser cette question et l'entrepreneur doit être aussi vigilant sur le secteur d'activité. Amis experts comptables ou collaborateurs qui nous écoutaient sur cet épisode, naturellement, je sais très bien que beaucoup le font et la majeure partie le font, et heureusement parce que ça fait partie du job. Mais parfois, il faut un peu développer sa curiosité pour creuser un peu les business models et la manière dont laquelle l'entreprise vend, qu'est-ce qu'elle achète, c'est quoi son job, etc. Parce qu'on peut passer à côté de choses, malheureusement, par une méconnaissance. Surtout dans les cabinets, quand tu as des collabs un peu juniors qui prennent un dossier. Bon, écoute, ils savent qu'ils doivent faire une déclaration de TVA, mais ils se posent pas trop de questions, quoi. Tu vois, et ça peut être risqué. Et comme on n'a pas le temps dans le cabinet, du coup, on traite pas. Et puis un an se passe. Et puis l'entrepreneur, tiens, en fait, faut régulariser la TVA. Mais ça, je le savais pas. On aurait pu me le dire dès le début, quoi. Quelles sont les affaires que vous avez eu à traiter un peu particulières, qui vous ont un peu marqué dans votre carrière? Si Thomas, tu pourrais m'en donner une, et Grégoire aussi. Que ce soit dans votre cabinet actuel ou alors même dans votre carrière de manière générale. Je vais prendre l'exemple d'un grand groupe où tu pourrais te dire que tout le monde est super au cordeau, que ça tourne, qu'ils sont accompagnés par les meilleurs CAC, les meilleurs avocats, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu as aussi le problème de l'inertie des grands groupes qui fait que parfois tout tourne naturellement. Tu as un départ dans une équipe. Parfois, tu sais même pas que la personne est partie, puis ça continue, puis voilà. C'est ce que tu dis. Enfin, un an plus tard, tu te poses la question en disant en fait, on fait plus ça ou ça, c'est mal fait. Et en gros, c'était le cas d'une entreprise étrangère qui achetait des produits en France et qui les revendait à une de ses filiales. Donc en plus, c'était du chiffre d'affaires groupe consolidé, donc un peu compliqué à gérer parce que c'est vrai que t'as parfois des difficultés entre l'appréhension du PNL d'un point de vue groupe avec des flux de lettrage qui sont pas forcément aussi bien visibles que des flux avec des tiers. Et dans cette hypothèse-là, tu avais une vente qui était réalisée avec TVA française, alors qu'elle aurait dû être vendue sans TVA française. C'était vraiment le flux de la maison mère vers la filiale. Et sauf que ça, c'était un groupe qui avait une grosse activité. Et donc, la règle, c'est lorsqu'une entreprise étrangère fait une vente domestique, donc France-France, au profit d'une entreprise qui dispose d'un numéro de TVA français, elle doit facturer sans TVA. La boîte s'était plantée, elle avait facturé avec TVA qui avait été payée par sa filiale et qui avait été déduite. Donc tu vois, honnêtement pour le trésor c'est neutre, il y a pas d'impact cash. L'inspecteur vient et dit là vous remplissez les conditions pour ne pas facturer de TVA. Autrement dit, l'entreprise a facturé à tort de la TVA. Sauf que la règle c'est toute TVA facturée à tort n'est pas déductible. Autrement dit, la filiale, donc l'entreprise, l'inspecteur vient voir les deux, la maison mère et la filiale, et dit votre maison mère, elle vous a facturé 120, moi je considère qu'elle aurait dû vous facturer 100, et en fait vous n'allez pas pouvoir déduire les 100.
il y en avait pour 800 millions d'euros de base, avec les intérêts de retard qui vont bien, avec les pénalités. Et en fait, tu vois, ce cas-là, c'est un exemple parlant. C'est-à-dire, t'as pas de perte pour le trésor. Puisque vraiment, la TVA, sur ce coup-là, c'est neutre. Hein. Ça a fait plus 20 d'un côté, moins 20 de l'autre. Sauf que, juste au motif que les règles avaient été mal appliquées, l'inspecteur, il est rentré un peu comme, il a fondé comme le faucon sur la proie. Il a dit, ah non, en fait, c'était 0 et 0. Et donc, en fait, vous avez déduit alors que vous n'aurez pas dû déduire. Vous avez collecté alors que vous n'avez pas dû collecter. Moi, je viens vous contester. En plus, tu as des petits problèmes de prescription de telle sorte que la boîte française avait une prescription sur la TVA donc déductible qui était plus courte que la boîte étrangère. Et donc, en fait, tu avais 1 an qui était perdu. Donc, sur un truc totalement neutre. Pas régularisé du tout. Exactement. Et donc là, en fait, un peu l'enseignement de ce cas-là, c'est faites attention au régime TVA qui est appliqué non seulement par vous en tant que vendeur, mais aussi par vos fournisseurs. Je trouve que trop souvent, on le voit avec Grégoire, les entreprises se focalisent sur ce que je vends, à quel taux, comment, mais elles ne se posent pas la question, est-ce que, comme mon vendeur, il me facture de la TVA, est-ce que c'est le bon taux? Est-ce que c'est la bonne TVA qui a été facturée? Il m'a facturé de la TVA française. Alors, est-ce qu'il va me facturer de la TVA allemande? Je sais pas quoi. Parce que derrière, toi, tu vas payer 120. Mais si l'administration vient de dire, bah non, en fait, cette TVA-là, vous n'auriez pas dû la payer et donc je vous la rembourserai pas. Et ben là, c'est une perte directe pour la société. Et après, il faut que tu te rapproches de ton fournisseur en disant, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer une facture rectificative et compagnie. Enfin bref, c'est un casse-tête énorme. Donc juste pour les entrepreneurs, attention à ce que vous vendez, mais attention à ce que vous achetez aussi parce que ça peut directement vous impacter. Masterclass. Trop bien. Merci beaucoup. Grégoire, est-ce que tu en as une comme ça à nous partager? Moi, il y aura peut-être moins d'enseignements, mais moi, c'est un cas qui m'a marqué. C'est dans un groupe d'une taille assez importante, l'équivalent d'une ETI, il y avait de la déduction à tort de la TVA sur des fausses factures. Alors, ça peut paraître bête, mais ils étaient accompagnés par un expert comptable, par des CAC, puisqu'ils étaient à la taille où ils devaient avoir des CAC, et en fait, il y avait des fausses factures qui étaient passées par des membres du personnel, enfin, par une équipe d'un des dirigeants qui n'était pas au board, il n'était pas au plus haut, mais il était à un bon poste. Et en fait, il passait de fausses factures. Et comme il avait des droits de validation, qui est aussi un point d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en TVA, on a aussi des choses qui s'appellent par exemple la piste d'audit fiable, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais qui est une obligation de documentation des flux de facturation et où on explique les procédures, c'est un peu de l'audit interne. Là, malheureusement, la société, elle avait pas fait ce qu'il fallait, et donc il y avait une personne qui avait tous les pouvoirs. Et donc, en fait, il créait de fausses factures. Il arrivait à se faire payer sur son propre compte bancaire personnel. Et puis, évidemment, la boîte, elle déduisait de la TVA sur des factures qui n'existaient pas. Mais des petits montants, hein, c'était pas toujours exubérant. Mais quand on est là depuis 5 ans et que chaque mois, on retire 1 500 euros en petites factures et qu'on le fait 10 fois dans le mois, bah, comme on est en dessous des seuils de validation, le DG, il est pas au courant, le trésorier, il fait pas attention, pour lui, c'est quelque chose de NS dans une grosse boîte. Bah, on se retrouve à la fin, le jour où quelqu'un s'en rend compte en se disant c'est bizarre quand même. Il y a un jour quelqu'un qui s'est posé dans la solde de fournisseurs en se disant je comprends pas, on paye des sommes à des boîtes alors que le contrat il est fini depuis 1 an. Le dirigeant, il est un peu gêné et puis c'est un point, c'est pas pour faire peur, mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui s'appelle le verrou de Bercy qui a sauté à partir de quelques montants de redressement. Donc le verrou de Bercy, c'était quelque chose qui faisait que l'administration fiscale ne communiquait pas les dossiers au procureur en cas de redressement dans certains cas, donc pour éviter des procédures pénales, donc qui est quand même autre chose que simplement de l'argent. Là, le dirigeant, il avait un peu peur quand même. Ils avaient, en fait, sans le vouloir, ils avaient créé une machine à voler de l'argent à l'État. Et ils en étaient complices parce que c'était un de leurs salariés. Et en même temps, le salarié, il était parti. Et fallait démontrer qu'ils étaient pas au courant. Mais en même temps, ils validaient les comptes chaque mois. Ils regardaient la balance. Il y a des échanges où le DG, il dit oui, je regarde pas la facture, elle est en dessous du seuil. Et tout ça crée des situations où des choses aussi simples qu'une facture de 1 000 euros peut créer des problèmes. Donc moi, c'est un cas qui m'a marqué parce que le DG, il avait autre chose à faire, honnêtement, que regarder la facture. Et en même temps, les experts comptables, ils avaient les infos qu'il fallait. Et donc, en fait, c'est simplement un défaut de structuration de l'entreprise. Il y a une petite révolution qui arrive dans l'écosystème dans les années prochaines, c'est la facture électronique. Et un des pans de la facture électronique, c'est aussi de pouvoir lutter contre la fraude à la TVA. Oui, bien sûr. Tu vois ?
Ça, c'est une des missions. C'est quoi un peu votre lecture de cette nouvelle réglementation qui a été repoussée ? On est content que tu en parles parce que nous, c'est un sujet qu'on fait quasiment tous les jours auprès de nos clients parce que on a plein de trucs à dire sur la facturation électronique. On pourrait faire une masterclass rien que sur ça. Mais non, alors la facturation électronique, en fait, alors déjà le premier point, c'est que on trouve qu'il y a trop d'entreprises qui lisent électronique avant facturation. La réforme de la facturation électronique, c'est avant tout une réforme fiscale. Et là, on voit trop de boîtes qui se précipitent auprès des conseils IT et compagnie en disant mais les gars, vous êtes en train de chercher à avoir une Ferrari, mais vous interrogez pas de la question de quel moteur vous avez dedans en fait. Et le problème, c'est à quoi bon essayer de trouver la solution technique la plus pertinente alors que vos données de base, on y revient, les flux que vous réalisez, vous savez pas s'ils sont bien traités fiscalement. La facturation électronique, ça va avoir pas pour conséquence, ça va avoir d'automatiser le flux de facturation notamment. Ça veut dire qu'il faut absolument, et à titre de priorité absolue, sécuriser tous les flux qui sont réalisés par la boîte. À qui vous vendez, quel type d'opération, parce que avec la facturation électronique, vous n'aurez pas la possibilité de distinguer les subtilités de flux, tout sera automatique. Donc en fait, si vous structurez pas en amont chacun de ce flux en disant voilà, je vends un conteneur qui part auprès d'un client français, mais il part à la Réunion. Et ben en fait, il faut que le traitement en termes de facturation électronique il soit différent que si mon conteneur il part en France. Et ça veut dire que il faut au niveau de la société tout cartographier et être super confort avec les flux qui sont réalisés. Et donc ça, c'est vraiment le premier point qu'on dit à nos clients, sécurisez vos flux parce que demain, ça va être ultra violent. Parce que si vous vous plantez sur des structurations de flux, avec la facturation électronique, vous le verrez même plus en fait. Et en fait, c'est ce qu'on dit, l'avantage de la facturation électronique, c'est automatisation, gain de temps, absence de saisie comptable. Mais pour nous, la clé, c'est ce que vous gagnez comme temps sur ces aspects-là, vous l'allouez en recherche, en sécurisation des flux, en contrôle check, pour vraiment faire du conseil et de la revue critique des opérations qui vont être réalisées. Parce que demain, ça va être flux de facturation électronique, pré-remplissage des déclarations de TVA. Et donc, si vous n'avez pas la rigueur de checker ce que vous faites vraiment, vous verrez plus rien en fait. Ça sera la fin des haricots, j'allais dire, mais il y a des boîtes qui vont se retrouver au bout de 5 ans en se disant mais en fait c'est traité n'importe comment et je l'ai même pas vu quoi. Et plus largement, ça veut dire aussi une autre discussion avec l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale, elle va avoir des données en temps réel. Donc à partir de là, déjà, elle va pouvoir faire des sortes de réconciliation, de trouver des patterns de fraude avec la donnée. Et honnêtement, on change de relation avec l'administration fiscale. Là, actuellement, quand on est comptable ou dans une boîte ou expert comptable, si on veut corriger la CA3 au moment du dépôt, on peut le faire. Là, on va se retrouver dans une situation où l'administration elle a déjà la donnée. Quand on veut faire des retraitements, c'est trop tard. Donc en fait, ce qu'on a envoyé à l'administration, c'est le dernier flux qu'on a avec l'administration. On n'a plus trop le choix. Donc dans ce cadre-là, il faut anticiper. C'est un peu, je pense que certains des comptables qui écoutent ont déjà eu le souci, la réforme de la TVA à l'importation. Des montants pré-remplis dans une CA3 et personne capable de réconcilier les montants. C'est la même logique. Il faut anticiper les choses et pour anticiper les choses, il faut forcément déjà avoir une donnée de bonne qualité, il faut avoir envoyé des bonnes choses. Et moi, je rajouterais un point. On oublie que dans le mot réforme de la facturation électronique, il y a aussi autre chose. Il y a le e-reporting qui est la partie données de transaction en temps réel. C'est aussi un gros chantier en réalité dans la réforme, c'est qu'on va aussi envoyer des données avec des particuliers, avec des étrangers. On va aussi devoir saisir les factures des étrangers à l'achat. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont pas toujours bien anticipées par les entreprises. Et ça va aussi jouer forcément sur la structuration des entreprises, mais aussi sur la gestion des taxes, parce qu'il va falloir être beaucoup plus proactif que en aval et se poser la question uniquement quand je suis en train de déposer la déclaration. Il n'y aurait pas un truc qui permettrait de dire, écoute, je viens de tel secteur d'activité, je vends à telle personne, et que du coup, ça puisse te donner tes bons trucs de TVA, en fait, tes bons taux, la bonne facturation, tout est OK. Tu vois, tout à l'heure, on a fait la phase d'audit, là, tout à l'heure. Là. C'est quoi les 3 prérequis ? Eh ben, il n'y aurait pas un outil technologique qui nous permettrait de faire ça ?
C'est marrant que t'en parles parce qu'en plus là pour le coup on n'a pas répété. On n'a pas répété ni avec toi ni avec Greg. Mais en fait nous la particularité de notre cabinet c'est qu'on code et qu'on crée justement des outils pour automatiser certaines fonctions qui sont fiscales. Et là on est en train de finir de développer un outil qui est nourri, on dit pas une IA pour pas faire genre, mais c'est un outil qui est nourri avec l'IA pour justement sur la base de différents critères permettre aux comptables et aux entreprises de savoir quelle TVA facturer, à qui, comment, à quel taux. Et donc voilà. Et ça revient un peu, tout à l'heure on parlait de l'expert comptable qui fait le filtre, ça va aussi revenir à ça. Il y a des cas où on peut malheureusement pas les automatiser. Des fois il y a trop de complexité, trop de subjectivité. C'est aussi le problème de la norme fiscale, c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité et que peut malheureusement difficilement automatiser des choses qui dépendent de l'appréciation de chacun et où il faut se placer en réalité dans le costume de l'inspecteur des impôts qui verra ou non de la fraude, verra ou non un schéma optimisant. Donc l'outil, il aura aussi ce rôle-là, c'est de dire ça c'est une question qui est en réalité simple, vous auriez pu trouver la réponse facilement ou ça ne mérite pas de faire appel à un avocat ou à un expert, et des cas où on dira honnêtement là il faut vous poser. Et aussi, cet outil-là, il aura cet avantage, c'est qu'on ira voir un avocat pour aller chercher là où il y a de la vraie plus-value, plus largement, et pas uniquement pour des questions qui sont en réalité déjà écrites dans le BOFIP ou écrites sur des sources publiques. En réalité, on viendra chercher un niveau de technicité qui sera peut-être plus haut. Et c'est aussi notre objectif avec cet outil-là, c'est d'adresser des questions qui ne méritent pas en fait, d'aller voir un avocat. Nous on parlait tout à l'heure du cas du boulanger, mais le boulanger, il n'a pas besoin d'aller nous voir. Écoute, dès que cet outil sort, on fait une démo produit sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres, hein, parce que ça c'est un truc qui résout un gros point de douleur, tu vois. C'est très bien les gars si vous arrivez à mettre en exécution ça et que ça fonctionne de manière fluide et facile pour l'utilisateur, pour que au moins tu puisses vraiment avoir cette sécurité, tu vois. Vous les avocats, je vois cette profession comme une assurance, quoi, tu vois. C'est une assurance tout risque. Des fois, des fois, t'en as besoin parce qu'il faut réparer. Tu vois, donc là, c'est le garagiste. Vraiment, il doit réparer. Et là, on vient le voir quand c'est trop tard. Mais en amont, on peut venir le voir juste pour sécuriser la machine, quoi. Tu vois. Certains groupes payent des consultations d'avocats. Ils ont déjà un avis en réalité sur la question. Mais en fait, ils payent parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais on est un peu des fusibles aussi dans certains cas. C'est-à-dire que on délègue le jugement sur un tiers et c'est le tiers qui va sécuriser. Et en réalité, si un jour il y avait un redressement, on dirait tu m'as quand même dit qu'il y avait aucun risque et tu me l'as écrit et malheureusement je me suis fait redresser. Donc bon, après il y aura des appréciations pour savoir comment ça a été rédigé, pour savoir est-ce que il y a eu des choses qui ont changé, etc. dans les faits. Mais on est aussi, et c'est aussi pour ça que vous entendrez bien souvent des avocats dire j'engage ma responsabilité. Comment ça se passe un contrôle fiscal de A à Z? C'est quoi la démarche? Je reçois un courrier. Tu vas recevoir un avis de vérification de comptabilité. C'est-à-dire que l'inspecteur t'informe qui va commencer à auditer ta compta. La première étape, c'est soit tu es déjà accompagné par un avocat, et dans ce cas-là, tu contactes ton avocat. Enfin, faut en général contacter son expert comptable et son avocat, puisqu'ils vont directement être impliqués dans le projet. Il y a un certain nombre de documents que tu dois fournir, notamment le fichier des écritures comptables. Donc, faut un peu se mettre en ordre de marche pour se dire, OK, là, on va rentrer dans un truc qui est potentiellement, qui pourrait avoir des conséquences. Il faut être ultra préparé à chaque étape. Il faut savoir ce qu'on a, ce qu'on fait, ce qu'on donne, comment on le donne. Et donc, je pense que la première étape, voilà, c'est de dire à son expert, de pas minimiser les impacts d'un contrôle fiscal. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. Et même si tu penses que tu fais tout nickel, tu peux avoir de grosses surprises. On le disait tout à l'heure, parce que c'est pas forcément ce que tu fais toi, mais c'est ce que peuvent faire aussi tes fournisseurs. Et donc, dire à ton expert comptable, voilà, OK, est-ce qu'on est en mesure de fournir les documents qui vont être demandés? Est-ce qu'on est à risque sur certains points? Parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'on a des règles en France qui sont assez favorables en ce qui concerne les régularisations spontanées. Et nous, c'est vrai qu'on est comment dirais-je, avec Grégoire, assez... faut aussi tourner le contrôle. C'est fini les contrôles fiscaux où t'enfermais l'inspecteur avec le chauffage à 50 degrés dans une pièce. Il y a que les fous qui font ça maintenant, tu sais. Mais non, il faut les voir comme des business partners. C'est-à-dire, l'inspecteur, il est là, il va rester, il va tout regarder. Et si tu veux pas lui montrer certains trucs, de toute façon, il les verra d'une autre façon. Si tu as des comptes qui sont des comptes bancaires qui sont pas déclarés à l'étranger,
Si des choses, ils vont faire des demandes d'assistance administrative internationale, il va l'avoir. Donc en fait, sois au courant de tout ce que tu as et détermine la stratégie du contrôle. Parce que il peut aussi avoir, ok, là on a fait une grosse connerie, ça nous pendait au nez, il va forcément le voir. On disclose d'entrée. On dit voilà, en discutant avec mon avocat, avec mon comptable, je me suis rendu compte qu'on avait un problème sur ça. On va profiter du contrôle pour régulariser la situation, quoi. On veut faire les choses bien. Et maintenant, voilà, comment on peut faire pour le faire correctement. Ça veut pas dire qu'il faut tout donner à l'inspecteur, dans le sens Non. il faut pas des choses qui seront pas visibles ou des choses comme ça. On dit pas qu'il faut tout donner directement et que si l'inspecteur pose pas de questions, mais jouer frontalement le refus avec un inspecteur, ça aide pas. Les inspecteurs, ils aiment aussi dans certains cas recouvrer de l'argent plutôt qu'avoir un mauvais deal où ils ont redressé beaucoup mais ils savent qu'ils n'arriveront pas à recouvrer l'argent. Donc aussi il faut se mettre dans la place d'un inspecteur. Il préfère avoir un peu d'argent en fin de course que n'avoir zéro. Donc par exemple, si on sait que la boîte va tomber en liquidation ou que si son redressement tombe, il faut le dire, il faut le discloser et il faut essayer de trouver une position équilibrée. C'est aussi ça dans un contrôle fiscal, c'est aussi de rappeler à l'inspecteur qui parle avec des entreprises et que c'était pas forcément une volonté, surtout sur la TVA, bien souvent sur des boîtes qui facturent et déduisent, où en réalité on parle quand même de choses qui sont neutres pour le trésor quand c'est bien fait, et que c'est peut-être des erreurs, t'en parlais tout à l'heure, qui sont juste des erreurs d'application des règles. Il faut rappeler à l'inspecteur qu'il y a des salariés, que prendre un redressement à 40 millions d'euros sur une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, bah, ça peut la tuer, ce genre de choses. Et c'est juste que nous aussi, notre rôle, et l'expert comptable aussi est là, c'est d'aller, quand on le peut, d'aller aiguiller le contrôle sur des terrains où on est en confiance et d'éviter les terrains où on n'est pas en confiance. Mais lorsque le terrain sur lequel on n'est pas en confiance, il est mis sur la table, il faut jouer franc jeu, ou en tout cas il faut défendre notre client, mais il ne faut pas faire obstruction au contrôle. C'est vraiment un travail d'équilibriste pour essayer de trouver le juste milieu entre faute avouée et faute à moitié pardonnée, puisque en même temps, si tu as fait une bêtise, faut pas non plus tout mettre sous le tapis, tu vois, quand même, si tu as commis quelque chose. Mais en même temps, bah, s'il ne le voit pas, et que tu lui as pas trop mis et tu l'as pas trop aiguillé sur le chemin, bah why not. Par contre, quand même, c'est quand même quelqu'un qui a une autorité. Il faut pas non plus trop se la raconter avec lui, parce que lui, il a du temps après. S'il veut, bah, il va aller regarder ligne par ligne, tu vois. Oui. Donc j'imagine qu'aussi, il faut y aller aussi. Faut être un peu sympa avec cette personne. C'est pour ça que je te dis, c'est un espèce de jeu d'équilibriste, tu vois. Tout à fait. Et non, il faut pas faire le faucheton non plus. C'est pas ça que je suis en train de raconter. Je comprends en fait quand vous dites qu'il faut avoir une stratégie aussi, tu vois. Le contrôle arrive. C'est quoi la stratégie à adopter? Et je m'équipe des meilleurs pour adopter la bonne stratégie, tout en restant dans les règles de droit, naturellement. Tout à fait. Bah, on est totalement d'accord avec toi. C'est effectivement notre vision du contrôle fiscal. Et il faut avoir en tête j'ajouterais 2 points par rapport à ce que Grégoire dit. Le premier, c'est il faut avoir en tête que quand tu rentres dans le contrôle fiscal, l'inspecteur, en gros, il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que si tu l'agaces vraiment, il va pouvoir te mettre des redressements qui sont quasiment infondés. Et si tu ne trouves pas un terrain d'entente avec l'administration fiscale jusqu'à la fin du contrôle, que lui, il maintient son redressement aussi infondé soit-il, toi, tu vas être obligé d'aller au contentieux. L'inspecteur, il s'en fiche, tu vois. Il peut te dire, en gros, celui-là, je vais le cartonner. Je sais que juridiquement, je suis assez friable sur l'argument. Je vais lui mettre un redressement de 300 000 où je vais perdre à 80%. Mais en fait, il va être obligé d'aller devant les tribunaux pour que les tribunaux disent, en fait, non, c'est incorrect. Et donc là, en fait, toi, en tant qu'entreprise, tu repères 3 ans minimum, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, il faut être intelligent sur ça en disant, voilà, on va trouver une solution. L'idée, c'est d'essayer de trouver une solution avant la fin du contrôle. Et s'il y a des points de façon raisonnable, aussi bien côté administration que côté entreprise, bah, on s'entend pas, ça arrive, tu vois, c'est une négo comme entre 2 entreprises classiques. Enfin, ça peut arriver de pas s'entendre. Ben, on va au contentieux, il y a un juge qui va se positionner de façon objective sur une situation juridique. Mais il faut pas, tu vois, braquer l'inspecteur non plus, parce que ça serait vraiment contre-productif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'inspecteur, il a quand même la possibilité de faire sauter le verrou de Bercy, c'est-à-dire transférer le dossier au procureur de la République en cas de fraude fiscale.
Et là, c'est plus du tout la même limonade. C'est-à-dire que tu passes au pénal. Et donc, typiquement, une entreprise qui s'est rendue compte qu'elle avait reçu ou émis des fausses factures, malgré elle, bah, en fait, l'inspecteur qui serait un peu zélé et qui voudrait vraiment te porter préjudice, il pourrait dire fausse facture, j'applique la règle du code, potentiellement délit pénal, et je transmets au procureur. Donc, il faut être intelligent dans la relation avec l'inspecteur lors de la relation de contrôle. Ça veut dire que, en fait, je comprends l'idée. Ça veut dire que, en cas de contrôle, bah, il peut, entre guillemets, avoir une position d'abus, que ce soit d'une part ou de l'autre, hein, ou quoi qu'il en soit. Et puis, s'il dit, bah écoute, tu m'as un peu saoulé, ou alors je suis fatigué, ou alors je sais pas, je suis énervé, à la maison ça s'est mal passé, là j'ai besoin de... Ma femme elle m'a mis à l'amende, et du coup, il faut que dans le cadre du travail, je puisse revenir un peu dans le game. Bah, en fait, ça va être qui va devoir aller convaincre? C'est l'entreprise qui va devoir aller convaincre pour dire, bah non, en fait il s'est trompé, tu vois. En fait, non, il doit pas faire comme qu'il me le dit. Il faut que... Et du coup, c'est à lui de se défendre. Donc ça peut être une charge mentale pour l'entreprise. Elle peut se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie de prendre tout ce temps-là. Vas-y, je paye. Et puis, je me suis fait redresser X. Alors, bah, je paye tant. Et puis, c'est fini, quoi. Donc, du coup, vous, en tant qu'avocat, votre rôle aussi, c'est un peu de regarder quels sont les vices de procédure, s'il n'y a pas des choses qui sont pas très conformes par rapport à ce que l'administration fiscale. Et j'imagine que, en fait, on est des humains. Donc, les humains, ils peuvent se tromper, quel que soit l'endroit où ils sont. On en a, ça il faut être clair, et ça arrive sur les dossiers. Hein. Je dis pas que ça arrive sur tous les dossiers, et c'est pas une question d'avocat brillant ou pas brillant. Hein. C'est plutôt de trouver une faille dans un dossier. Donc ça dépend des inspecteurs aussi, de leur charge de travail, d'une petite bourde, d'une erreur de procédure. Ça nous arrive évidemment d'en trouver, et ça, des fois ça peut être jackpot, des fois ça permet par exemple de négocier des choses, genre de se rendre compte qu'en fait ils ont mal notifié, donc on peut faire sauter pas le redressement mais toutes les pénalités. Ça aussi, ça fait partie du rôle de conseil, du rôle d'avocat, de suivre le contrôle et de s'assurer que le contrôle se passe bien. Il faut juste noter que malheureusement l'administration elle apprend aussi de ses erreurs, hein. Donc ils automatisent aussi des choses. Par exemple, il y a des vices de procédure sur des mentions, par exemple sur les propositions de rectification. Bah maintenant ils ont des modèles. Faut vraiment le vouloir pour retirer la première page de la proposition de rectification et oublier de mettre qu'on a le droit d'être accompagné par un conseil, qu'on a tel délai pour répondre. Là, ils ont des petites astérix leur disant si tu mets une pénalité de 80%, il faut que tu n'oublies pas de faire signer par ton chef. C'est presque un CERFA à usage de l'administration. Donc, il y en a quand même moins, mais il y a forcément des choses, des propositions de rectification mal notifiés, des défauts d'envoi au bon conseil quand ils ont pris domicile. Et on en a plein de choses, ou aussi des inspecteurs qui connaissent pas toujours très bien certaines procédures. Et puis il faut rappeler aussi quelque chose qui est pas un vice de procédure, mais c'est que dans un contrôle fiscal classique, la charge de la preuve elle est sur l'administration, c'est-à-dire que normalement on présume que le contribuable fait bien les choses et c'est à l'administration de prouver. Alors ça c'est plutôt un argument de contentieux, parce que généralement l'administration fiscale dit je m'en fiche de cette règle-là, on verra devant le juge. Donc il faut aller jusqu'au juge, mais normalement c'est un des principes fondateurs. Quand on est de bonne foi, qu'on n'est pas en taxation d'office, donc on a bien déclaré ses impôts, quand on a bien un FEC conforme, on n'est pas en taxation d'office. Normalement la charge de la preuve elle est sur l'administration, donc c'est à eux de démontrer que j'ai fait des erreurs. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode, Grégoire et Thomas. J'aurais peut-être une ou deux dernières questions à vous poser. Thomas, je vais commencer par toi. Comment tu vois un peu l'avenir se concentrer sur ce business model? Je trouve que d'un point de vue entrepreneurial, c'est malin, mais du coup, qu'est-ce que ça donne un peu dans les faits, là, dans la vie, là, tous les jours avec le cabinet? Est-ce que vous êtes sous l'eau? Est-ce qu'il y a de bonnes opportunités? Comment un cabinet d'avocats aussi peut scaler et créer finalement un espèce de business entre guillemets scalable, alors que vous vendez un peu votre temps contre de l'argent? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que nous déjà on est convaincus de l'hyper spécialisation. C'est-à-dire que nous, et c'est ce qu'on dit à nos clients, la partie sur laquelle on doit vous apporter le plus de valeur, c'est la TVA. C'est là où on est le plus efficace. C'est plus intéressant pour vous de venir nous voir. Donc nous, en termes de développement du cabinet, c'est aussi la position qu'on veut adopter. C'est-à-dire qu'on va développer un cabinet de pure player en TVA, où on accompagne des comptables, des entreprises sur ces questions de TVA. Après, nous, la particularité du cabinet, c'est qu'on a un peu le double statut cabinet d'avocat traditionnel, mais qui développe des outils qui permettent d'optimiser. Donc là, qui sont plus du SaaS traditionnel. Et donc là, on a déjà des outils qui existent de vérification de numéro de TVA, de ce genre de choses. Et on va développer le fameux outil qui va nous permettre
d'être un outil d'aide à la décision en matière de TVA pour sécuriser des flux. Et cet outil-là, il va nous permettre de créer aussi du revenu récurrent et d'accompagner, en fait, de faire le lien entre le clientèle conseil classique et la clientèle SaaS. Et donc, nous, on a la volonté de développer un cabinet qui est assez ambitieux, pur TVA, mais avec cette double composante, à la fois conseil et à la fois SaaS. Donc, pour l'instant, on est très content du développement que prend le cabinet. On va recruter dès le début d'année prochaine parce que le flux commence à être assez dense. Et après, on va essayer de monter une belle petite boîte qui a cette double approche, quoi. Grégoire, je vais avoir une question un peu technique que j'ai oublié de te poser, mais qui est importante pour moi. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce qu'est un rescrit fiscal. À quoi ça sert et dans quel cas on s'en sert? Alors, nous, en tant qu'avocats, on aime bien le rescrit fiscal, mais c'est à double tranchant. Le rescrit fiscal, en gros, on présente la situation d'une entreprise et on demande une réponse à l'administration fiscale. Cette réponse, elle est opposable selon les textes. Donc, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas été retirée par l'administration fiscale, on peut l'opposer à l'administration fiscale pour pas être redressé. Donc, c'est une sorte de blanc-seing sur son activité. Après, ce blanc-seing, il ne marche que sur l'activité qu'on a bien présentée. Donc, ça veut dire que déjà, pour faire une demande de rescrit, il faut bien rédiger les choses, il faut bien présenter les choses. Et puis, il faut avoir deux choses en tête. Quand on dépose une demande de rescrit, on attire l'attention. Il faut être honnête, on est en train de donner un peu les arcanes de sa boîte à l'administration fiscale avant même que, théoriquement, on ait commencé son activité, puisque normalement, on devrait déposer un rescrit avant d'avoir commencé l'activité. Enfin, en tout cas, avoir ouvert le business model en question ou autre. Et la deuxième chose, c'est que si on n'est pas bien accompagné ou si on présente mal la demande de rescrit, on peut avoir une réponse qui va pas dans son sens, même si légalement elle est due. Pourquoi ? Parce que ça reste une matière qui est compliquée, que tous les services des impôts n'ont pas forcément le temps ou les spécialistes en interne, et que par exemple, on peut avoir des fois des réponses qui vont dans le sens contraire de ce que dit la loi. Et donc, on sait que dans 3 ans, dans un contrôle fiscal, le rescrit sera retiré. Parce que des fois, il nous arrange. Il faut être honnête, des fois, ça nous arrange. Mais le rescrit, c'est là aussi où nous, ça nous arrive, par exemple, d'écrire des consultations ou d'aider à la décision à des dirigeants en leur disant il va falloir trancher. On est à 80% de chance que vous soyez exonéré et qu'il n'y ait pas de risque et que dans un contrôle fiscal, quand même, ça serait regardé, mais il y a que 5% de chance qu'on vous le conteste ou il y a plus de chances. Par exemple, des business models un peu plus complexes ou de nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure les domaines des cryptoactifs. Nous, on a travaillé pour des groupes qui sont spécialisés dans ce secteur-là. C'est des secteurs qui sont pas commentés par l'administration fiscale, dont les règles, on sait pas trop comment les appliquer. En réalité, ils sont plutôt rapprochés du secteur financier pour certains. Donc, on a des choses pour les comparer, mais on n'est pas sûr que l'administration aura la même lecture. Là, on va dire, il y a un risque, et notre conseil, c'est d'aller voir Bercy, d'aller voir le SIE concerné pour aller poser la question. Mais surtout, les rescrits, c'est long à avoir. En fait, il faut se rappeler quelque chose. Il y a d'autres pays où on est toujours très frappé quand on en discute avec nos collègues suisses ou d'autres pays qui ont des réponses en 3 semaines. Nous, le délai moyen, c'est 6 mois, 1 an. Quand on est avec des SIE, quand on est avec, et encore, je te vois, et je suis d'accord avec toi, des fois c'est beaucoup plus long. Avec si on va voir pour des questions très techniques, on va voir Bercy, on peut en avoir pour 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Si ça se trouve, on nous répondra pas et ça passera dans le BOFIP, ni vu ni connu, parce qu'en fait, c'est plus gros que soi, si on peut dire ça. Ça touche tout le secteur ou c'est trop spécifique pour faire une réponse individuelle. Mais effectivement, le rescrit, c'est un bon document. L'expert comptable aussi est là pour dire il faut qu'on en fasse une. Mais aussi, nous, ça nous arrive en tant qu'avocat de dire on va vous aider, on va en faire parce que la réponse, elle est trop difficile ou alors il y a trop de risques qu'un inspecteur soit pas d'accord. Dernière question, mes chers amis. Thomas, je vais commencer par toi. Est-ce que la vie t'a apporté quelque chose ou appris quelque chose que tu as assez peu partagé autour de toi, mais que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres? Ouais, je suis assez adepte de la sérendipité. C'est-à-dire, c'est peut-être pour les auditeurs, et notamment les plus jeunes d'entre nous, parfois quand tu es à la fac ou depuis tout petit, on te dit il y a un parcours classique, faut faire ci, faut faire ça, tu vois. Et moi, je suis plutôt en mode donne-toi à fond tout le temps. Et en fait, il y a des événements de la vie, tu vas prendre des chemins droite ou gauche à chaque fois. Et en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas revenir en arrière. Donc, une fois que tu es dans une voie, vas-y à fond. Et au prochain embranchement, t'iras à droite ou à gauche encore, mais t'iras encore à fond. Et vas-y à fond à chaque fois. Et si tu vas à fond tout le temps, en fait, tu pourras pas, c'est ma conviction, tu pourras pas être malheureux ou tu pourras pas te planter, tu vois. Fais confiance à la vie et donne-toi toujours à fond, quoi. Merci. Et toi, Grégoire? Ça rejoint un peu ça dans l'idée.
Nous, il y a quelques années, on se voyait pas ici à avoir lancé un cabinet d'avocats, à recruter, à prendre des locaux, etc., à créer quelque chose. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, et ça rejoint un peu ce que disait Thomas. Je pense que quand nous, on est arrivé à la fac de droit, par exemple, et je pense que c'est pareil pour d'autres comptables, on s'est dit on va monter dans des boîtes établies, on va monter dans les cabinets, on va devenir associé, on va développer la clientèle du cabinet. Finalement, c'est pas forcément le modèle qui nous allait le plus, et donc on a fait un choix. Et en fait, se lancer, c'est dans nos professions, comme il y a une forte demande, quelque chose d'assez mesuré. Je m'explique, je pense que tu seras d'accord, dans les professions du chiffre ou du droit, dans certains domaines du droit, pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans le domaine comptable, fiscal, il y a de la demande, et en réalité, se lancer, c'est un risque qui est plutôt mesuré. Si ça se passe mal, on pourrait retourner dans des cabinets. Donc en fait, c'est un risque d'entrepreneur quand même qui est un peu un luxe. On s'est lancé, mais sans le risque entrepreneurial totalement. Et en réalité, c'est une formidable aventure parce que c'est un quotidien qui est différent. On fait plein d'autres choses qu'on ne faisait pas. On peut développer des outils, on est libre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est que je pense qu'on se met soi-même des barrières, et des fois, il faut s'en libérer. Et en réalité, il y a pas de raison négative de se lancer ou de faire. Si on a envie, il faut le faire. Merci pour ce message de clôture. En tout cas, merci les gars d'avoir participé à cet échange et cette discussion. J'ai pris un grand plaisir. Merci Nicolas. On va clôturer cet épisode. Si mes chers amis du podcast Les Geeks des Chiffres, vous avez kiffé, eh bien n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, parce que ça c'est sur YouTube. Les 5 étoiles sur les différents plateformes de podcast. Grégoire Persson, je mettrai ton profil LinkedIn en description de cet épisode. Thomas Le Boucher, je mettrai aussi ton profil LinkedIn. Et puis naturellement le cabinet Cyplum, tu vois, spécialisé en TVA. Je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Merci les gars en tout cas. Merci Nicolas. Merci À Nicolas. bientôt. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com, où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions Duno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.